19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 18 juin 2025. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a présidé ce matin la cérémonie de l'inauguration de la toute nouvelle unité de production d'engrais local de l'Institut des radioisotopes de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. La réalisation de cette unité a été financée par l'Agence turque de coopération pour le développement TICA. Le compte-rendu de la cérémonie, c'est avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. IRI, l'Institut des radioisotopes de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, dispose désormais d'une toute nouvelle unité de production d'engrais local. Cette unité de production d'engrais local ne se contentera pas de produire que des engrais. Elle représente également une opportunité de création d'emplois pour notre communauté. C'est une fierté de pouvoir offrir des postes de travail à des personnes de notre région, contribuant ainsi à la prospérité locale. De plus, nous prévoyons d'organiser des formations pour sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles et à l'utilisation optimale de nos produits de recherche. En tant qu'institut de recherche, l'IRI s'engage non seulement dans l'application pacifique des radioisotopes, mais aussi dans des projets qui impactent positivement notre développement, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Fruit d'une synergie entre la recherche et la technologie, ce projet marque une avancée majeure pour l'université. En effet, l'unité que nous allons découvrir ce matin repose sur des technologies avancées, combinées avec un savoir-faire traditionnel. C'est le fruit d'une recherche approfondie et d'un partenariat fécond entre scientifiques et agriculteurs conçus pour répondre à des critères d'efficacité en tenant compte des normes environnementales et sociales. L'unité intègre également des principes d'économie circulaire, privilégiant les matières premières locales et renouvelables, telles que les déchets agricoles et organiques produits localement, ce qui contribue à la réduction de l'empreinte écologique tout en favorisant un modèle de production agricole résilient. Financée à hauteur de 28 millions de francs CFA, la matérialisation physique de cette unité a été possible grâce à la contribution de l'Agence turque de coopération pour le développement TICA. Cette cérémonie n'est pas seulement l'aboutissement d'un partenariat fructueux, elle est surtout le point de départ d'une nouvelle dynamique dans le domaine de sécurité alimentaire et d'agriculture durable au Niger. Mesdames et messieurs, l'unité de production que nous inaugurons aujourd'hui ne se limite pas à des murs, des machines ou des sacs d'engrais. Elle incarne une ambition claire: renforcer la souveraineté alimentaire du Niger en dotant les agriculteurs d'intrants adaptés, accessibles et produits localement. Cette installation est une réponse concrète au défi d'une agriculture encore trop dépendante des importations, aux coûts souvent prohibitifs et aux délais incertains. Cette unité de production est l'illustration vivante du potentiel de l'innovation scientifique lorsqu'elle est mise au développement national, a souligné le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique en prenant la parole à cette occasion. La mise en place de cette unité de production d'engrais, la coopération turque TICA, contribue à la réponse aux défis agricoles de notre pays de manière novatrice et durable. En effet, dans un monde où les ressources naturelles s'amenuisent, où les sols s'appauvrissent et où les défis du changement climatique se font de plus en plus sentir, nous devons repenser notre approche de la fertilisation des terres et de la protection de l'environnement. Les engrais organiques que cette unité produira
sont développés sur la base de recherches menées par nos jeunes chercheurs de l'IRI et offriront des solutions naturelles et abordables aux agriculteurs nigériens. Cette unité est le symbole de notre engagement pour un développement durable, pour une agriculture autonome et respectueuse de notre patrimoine naturel. Le clou de cette cérémonie de présentation a été la visite guidée des compartiments de cette unité, espace de collaboration, d'échange d'idées et d'innovation. Le complexe scolaire privé Freinet, disposant de garderies maternelles et primaires, a organisé ce matin une excursion pédagogique à l'intention de ses élèves, marquant ainsi la fin de l'année scolaire. Sortie qui les a conduits à Nigerlais et au musée national Boubou Hama. Ismaël Moumni et Nasser Seydou. Offrant une formation de qualité avec des enseignants puis à la tâche, l'école Freinet a organisé cette activité de détente et de relaxation à connotation pédagogique à leurs élèves, ce qui les a conduits à la société nigérienne, où d'amples explications leur ont été données sur tout le processus à travers une visite guidée. Les visiteurs ont même dégusté des produits de Nigerlais, puis direction musée national pour contempler la faune et les patrimoines culturels dont regorge ce lieu. À l'issue de la visite, les élèves se disent satisfaits. On est parti au Niger et on a vu les sachets qu'on fait des pavés et qu'on fait des briques. Et ensuite on est venu en musée, on a vu des lions, des hippopotames, des singes, des pigeons, des perroquets, etc. On a trouvé cette visite très joyeuse. On a parti au Niger. J'ai vu des fabrications de lait. Cette sortie est très amusante. Je suis très contente. C'est pour clôturer l'année académique 2024-2025 en beauté que cette excursion pédagogique a été organisée par le complexe scolaire privé Freinet. L'excursion de ce matin, c'était dans le cadre pédagogique et scientifique pour découvrir Niger-Lec. En plus, le musée, découvrir les animaux que les enfants n'ont pas vus il y a de cela un temps et découvrir aussi surtout le marché d'art du musée, pour au moins outiller, apprendre les enfants aussi à connaître certaines choses qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir connaître. À l'endroit des parents d'élèves, d'abord, nous les remercions d'avoir fait la confiance et ils nous ont confié leurs enfants durant toute l'année scolaire et nous avons aussi mené un travail très significatif avec mon équipe sur le terrain. Nous comptons aussi sur eux pour l'année prochaine, qu'ils puissent encore continuer par nous donner cette même confiance pour que nous puissions aussi aller de l'enfant, faire de l'éducation nigérienne une éducation de droit, une éducation pour un avenir radieux. Situé à Niamey, précisément au quartier Zach, le complexe scolaire privé Freinet ouvre la porte du succès aux enfants. Voilà un mot de santé dans cette édition pour parler de cette maladie liée à tort ou à raison à la saison des pluies qui s'installe progressivement dans le pays. Il s'agit du paludisme, une des maladies les plus meurtrières au monde, transmise par une piqûre de moustique, l'anophèle femelle. Le reportage est d'Asma Ossetou. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infectée. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, qui ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un
qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire. Parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes. Il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès. Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésunine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre de moustiques infectés, tout en gardant sain votre environnement. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui porte sur les voies de recours et pénalités en matière d'accès à l'information publique. Un thème abordé par Alfred Gobagé, juriste président de Raza Presse. Très bonne réception. Nous allons parler cette fois-ci, toujours dans le cadre de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs, conformément à l'ordonnance de 2011 dont nous avons parlé dans le numéro précédent. Nous allons parler cette fois-ci des voies de recours et des pénalités. Il peut y arriver que l'administration ne vous donne pas accès aux documents administratifs, ou bien que vous avez rempli toutes les conditions de forme et de fond pour entrer en possession de tel ou de tel document ou de telle information, mais que malgré que vous ayez rempli toutes ces conditions, que l'administration vous oppose catégoriquement une sorte de refus. Donc la loi ou cette ordonnance a elle-même prévu les mécanismes ou a prévu des voies de recours par lesquels vous pouvez saisir qui de droit pour entrer dans vos droits. C'est en ce sens que le chapitre 7 de cette ordonnance traite des voies de recours et des pénalités en cas de refus d'octroi ou de mise à disposition d'un document administratif. S'agissant des voies de recours, l'article 27 dispose que lorsqu'un usager conteste la décision d'une administration ou d'un organisme
privé assurant une mission de service public en matière d'accès à l'information publique, il dispose des voies de recours suivantes. Quand vous contestez le refus de vous communiquer un document, eh bien vous avez les voies de recours suivantes pour vous faire entendre. Il s'agit premièrement du recours gracieux. La même administration ou la même autorité qui a opposé un refus de vous donner le document recherché ou de vous communiquer le document recherché, eh bien, cette ordonnance dispose que vous avez la possibilité de saisir cette autorité par un recours gracieux. C'est vraiment une faveur que vous demandez, ou bien vous demandez à l'autorité en question de revoir sa décision et de vous permettre de rentrer en possession du document. Si le recours gracieux devant l'autorité en question n'a pas abouti, vous avez la possibilité cette fois-ci de procéder à un recours hiérarchique cette fois-ci, d'aller au niveau du supérieur de l'autorité vous ayant opposé le refus d'accès au document en question. Vous avez également la troisième possibilité, c'est celle de présenter un recours devant le médiateur de la République. Lors d'un numéro précédent, nous avons vu les attributions du médiateur de la République. Donc cette fois-ci, le médiateur de la République revient encore, il a compétence ici pour recevoir la réclamation des usagers en cas de refus par l'administration de communication des documents administratifs. Et enfin, la dernière option que vous avez, c'est le recours juridictionnel, c'est-à-dire de saisir la justice. Les recours s'exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Certes, voilà les possibilités que vous avez, mais attention, tout ceci s'exerce conformément à la loi, conformément au texte en vigueur. Maintenant, s'agissant du recours devant le médiateur, puisque nous avons vu le recours gracieux, le recours hiérarchique devant le supérieur de l'autorité ayant pris la décision, mais cette fois-ci, qu'en est-il du recours devant le médiateur de la République? L'article 28 dispose que le médiateur de la République est l'institution chargée de veiller au respect du droit d'accès des citoyens à l'information publique tel que prévu par la présente ordonnance. Je ne sais pas si vous cernez la portée de cette disposition. Cet article donne tous les pouvoirs au médiateur de la République pour recevoir les réclamations. Je vous redonne la lecture. Le médiateur de la République est l'institution chargée de veiller au respect du droit d'accès des citoyens à l'information publique, tel que prévu par la présente ordonnance. Donc, si vous avez une quelconque réclamation relativement à un refus de communication de documents administratifs, la loi prévoit ou donne compétence au médiateur de la République pour connaître de la question. En cas de saisine par un citoyen qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'une information publique, le médiateur émet un avis dans un délai ne pouvant excéder 10 jours. C'est-à-dire quand un citoyen n'a pas eu gain de cause devant une administration et qu'il saisit le médiateur. Donc là, le médiateur a un délai de 10 jours pour lui répondre, pour compter donc de l'enregistrement de la demande au secrétariat du médiateur. Le médiateur notifie son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause. Maintenant, l'autorité qui a été mise en cause, par exemple, si un ministère ou bien si une administration quelconque n'a pas satisfait à la demande d'un citoyen et que ce citoyen a fait une saisine devant le médiateur et que le médiateur a rendu, ou bien le médiateur a notifié son avis à l'intéressé dans le délai de 10 jours. Donc là, l'autorité mise en cause par le médiateur a également un délai de 10 jours suivant la réception de l'avis du médiateur pour donner suite à la demande. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, si le médiateur ayant reçu la saisine a donné son avis à l'intéressé et à l'autorité mise en cause, cette autorité également a un délai de 10 jours pour donner une réponse à l'avis du médiateur de la République. Disons, passé ce délai de 10 jours, le silence gardé par l'autorité mise en cause vaut confirmation de la décision. Si malgré la saisine du médiateur,
dans le délai de 10 jours et que malgré que le médiateur ayant saisi l'autorité en cause, l'autorité garde toujours silence dans un délai de 10 jours, eh bien ce silence vaut refus de communiquer le document administratif et l'information publique recherchée. Maintenant, le médiateur, dans ce cas, est tenu de faire ressortir dans un rapport public annuel adressé au président de la République les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice du droit d'accès à l'information publique. C'est ce que dispose la loi, notamment l'article 30 de l'ordonnance. Quand le médiateur, malgré son intervention, constate qu'il y a un refus de la part de l'administration en question de communiquer le document administratif, eh bien, le médiateur fait ressortir tout ceci dans un rapport annuel qu'il dresse et qu'il adresse au président de la République. Et là, il ressort les difficultés rencontrées par les citoyens dans l'exercice de ce droit d'accès à l'information publique. Maintenant, s'agissant du recours juridictionnel, parce que rappelez-vous, nous avons dit que le citoyen a la possibilité de faire un recours gracieux, un recours hiérarchique devant l'autorité, le supérieur de l'autorité ayant opposé le refus, ou même de saisir le médiateur de la République, qui est l'autorité chargée de recevoir les réclamations en la matière. Donc, en dehors du médiateur de la République, le citoyen a également la possibilité de faire un recours juridictionnel cette fois-ci. Et l'article 31 dispose que le recours juridictionnel formé par un usager en matière d'accès à l'information publique et aux documents administratifs est porté devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en matière administrative. Qu'en est-il de la question des pénalités? L'article 32 prévoit que toute autorité administrative, tout agent de service public, de service qui refuse de fournir ou qui fait obstacle à l'accès à l'information publique et aux documents administratifs communicables, attention, communicables, c'est important. Il ne s'agit pas ici de faire un procès à l'administration sur des documents administratifs non communicables. Il s'agit bien ici des documents administratifs communicables. Toute autorité administrative, tout agent de service qui refuse de fournir ou qui fait obstacle à l'accès à l'information publique ou aux documents administratifs communicables qu'il détient ou dont il a connaissance à l'occasion du service, encourt les sanctions prévues par le législateur ou la réglementation en vigueur. Et là, l'administration est tenue de répéter ou de réparer, disons, le préjudice qui en est résulté. Quand l'administration refuse de communiquer et que le refus de communication de ce document ou de cette information cause un préjudice à l'usager, eh bien, l'article suivant dispose que l'administration est tenue de réparer ce préjudice. Et enfin, toute autorité ou tout agent de service coupable de diffusion ou de l'une des informations ou documents non communicables ou d'un document administratif non communicable est passible de sanctions par les textes en vigueur. Et nonobstant toutes les dispositions légales contraires, les personnes qui ont diffusé ou signalé des agissements constitutifs d'une infraction, un manquement à une obligation légale, une erreur judiciaire ou des actes graves d'incurie dans la gestion d'une administration publique doivent être protégés et être à l'abri de toute sanction judiciaire, administrative ou professionnelle. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc, si l'usager ou l'autorité administrative en question refuse de communiquer un document administratif, elle peut faire l'objet d'une sanction conformément au texte en vigueur. Et également, tout usager de service public qui est coupable d'une diffusion d'une information publique ou d'un document administratif non communicable est passible également de sanctions prévues par les textes. Donc, si c'est un document non communicable et qu'un usager le communique, eh bien, il peut se retrouver sous la coupe des sanctions prévues par les textes. Et il en est également de même pour l'autorité administrative ayant fait communication de documents administratifs qui n'est pas communicable. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur les voies de recours et les pénalités. Là, nous avons vu les voies qui ont été ouvertes aux usagers afin de saisir l'administration ou les juridictions. Nous avons vu le recours gracieux, le recours hiérarchique, la saisine du médiateur qui est l'institution qui est chargée de veiller au respect
du droit d'accès à l'information publique et enfin le recours juridictionnel. Nous avons également vu la pénalité qu'il y a en cas de communication des documents non communicables et en cas également du refus de communiquer les documents administratifs qui doivent normalement être communiqués à l'administration et aux usagers. Pardon.